Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle édition. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Plus d'une vingtaine de médaillés olympiques se sont retrouvés dans la piscine du Stade Louis II à l'occasion du Mare Nostrum. Retour sur cette compétition internationale. Le Rocher des Champions, voici le titre d'un documentaire consacré aux sportifs de la Principauté, coproduit par Monaco Info et Canal+, un film de Yann-Anthony Noguès qui sera avec nous dans quelques instants. Des carabiniers du Prince et certains sapeurs-pompiers de Monaco viennent de rentrer de Lourdes où ils ont pu participer au 66e pèlerinage militaire international. Une équipe de Monaco Info était sur place. La SBM recrute et s'occupe également du logement de ses salariés saisonniers qui viennent parfois de loin. C'est ce que vous pourrez constater dans quelques minutes. Nous irons au Palais de la Scala avec le salon LNL, un centre de soins capillaires qui mixe détente et exposition artistique. Et nous terminerons par le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui ce week-end a proposé notamment du Camille Saint-Saëns avec le pianiste soliste Jean-Yves Thibaudet. Vous avez peut-être suivi l'événement direct sur notre chaîne ce week-end. La piscine olympique du Stade Louis II accueillait la 43e édition du meeting international de natation de Monte-Carlo. Première étape du Mare Nostrum 2026. Pour en parler, retrouvons Frédéric Hélion. Frédéric, il y avait du beau monde à Monaco avec 24 médaillés olympiques et les performances ont été au rendez-vous. Effectivement Fabien, on se répète chaque année, cela devient de plus en plus difficile de battre des records sur le Mare Nostrum. Et pourtant, on a encore vu des performances et des chronos de très haut niveau sur ce week-end et le 43e meeting international de natation de Monte-Carlo avec dès samedi la victoire de Siobhan Ogui, vainqueur l'an passé sur le 100 mètres et le 200 mètres nage libre. La nageuse de Hong Kong, quadruple médaillée olympique, l'emporte en 1 minute 54 secondes et 27 centièmes et signe un record du Mare Nostrum sur le 200 mètres nage libre. Dimanche, une journée exceptionnelle, on s'est régalé avec notamment un 100 mètres papillon de niveau olympique. Christophe Milak, recordman du monde du 200 mètres pape, réalise un chrono supersonique, 50 secondes 66, record du Mare Nostrum et victoire devant le Suisse Noé Ponty et le Français Maxime Grousset, triple champion du monde, un podium 5 étoiles. Et que dire de la performance de la néerlandaise Marit Steenbergen, 52 secondes 13 sur le 100 mètres nage libre, record du meeting et meilleure performance mondiale de l'année pour la double championne du monde de la distance. Toujours chez les femmes, sur le 400 mètres nage libre, la néo-zélandaise Erika Fairweather s'empare du record du Mare Nostrum en 4:1:80 devant la jeune argentine Agostina Hain et l'italienne Simona Quadarella. Enfin Fabien, un mot sur le tournoi de vitesse qu'on ne voit qu'à Monaco, sans doute le plus relevé de l'histoire avec que des chronos dans le top 5 mondial. Mention spéciale pour le Russe Pavel Samoussenko, vainqueur sur le 50 dos avec un nouveau record du meeting en 24 secondes 23. Il repart de Monaco avec les 2 chronos les plus rapides de l'année. Meilleur temps mondial de l'année également en 22:64 pour l'américain Karun, vainqueur du 50 mètres papillon. Sa compatriote Mackenzie Siroki améliore à 2 reprises le record du Mare Nostrum et remporte le tournoi de vitesse sur le 50 mètres brasse. Merci Frédéric. Sport toujours, Charles Leclerc, après quelques difficultés avec sa voiture tout au long du week-end, termine à la 4e place du Grand Prix du Canada et c'est l'Italien Kimi Antonelli chez Mercedes qui monte sur la plus haute marche du podium. C'est sa 4e victoire consécutive. Il est leader du championnat en creusant encore plus l'écart face à son coéquipier George Russell contraint à l'abandon. Prochain Grand Prix, celui de Monaco, le dimanche 7 juin, en direct sur Monaco Info. Et puisque l'on a parlé de Charles Leclerc, sachez qu'un documentaire d'1 heure est consacré aux sportifs de la Principauté, coproduit par Monaco Info et Canal+. Un film de Yann-Anthony Noguès, projeté en avant-première ce mercredi 17h au Grimaldi Forum. L'objectif, montrer tout simplement que Monaco est actuellement une terre de grands sportifs, que ce soit Charles Leclerc, Valentin Vachereau, Hugo Micallef et j'en passe, surtout pour un aussi petit bassin de population, à peine plus de 2 km² et qui rivalise avec des concurrents internationaux. Et pour en parler, nous sommes avec Yann-Anthony Noguès. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Nous sommes là pour parler, comme je l'ai dit, d'un nouveau documentaire consacré aux sportifs de la Principauté, Le Rocher des Champions. Quel message vous avez voulu faire passer par le biais de ce documentaire ?
L'idée, déjà, c'est de célébrer tous les champions monégasques parce que finalement, c'est un phénomène assez étonnant. On est un tout petit pays, 2 km², donc c'est 200 hectares. On a une population totale de 40 000 personnes, mais à peine 9 000 monégasques. Et on peut s'interroger comment on a réussi à générer autant de champions, évidemment. Charles Leclerc, mais également son frère Arthur Leclerc. Ça, c'est pour les sports mécaniques. Avant eux, il y avait eu Daniel Elena pour les rallyes. Il y a eu Pierre Frolat, quadruple recordman du monde d'apnée. Mais même maintenant, Valentin Vachereau qui a remporté le Masters 1000 de Shanghai, Romain Arneaudo qui a gagné l'an dernier le Masters 1000 de Monte-Carlo en double. Et ça, c'est la même chose en natation, c'est la même chose en aviron, c'est la même chose dans plein de sports. Et on essaye de comprendre comment les Monégasques sont devenus des champions. Et la question donc, c'est pourquoi ? Comment ? Vous allez peut-être nous le dire. Alors ça, Fabien, il faut voir le documentaire pour ça. C'est une forme d'enquête finalement pour essayer de déterminer quels sont les ingrédients. Ce qu'on met en avant, c'est que nos bambins, nos jeunes monégasques, déjà tout jeunes, ils ont le rêve sous les yeux. Là, vous voyez derrière moi les tribunes du Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc, quand il était tout gamin, il regardait depuis son balcon les voitures passer. Évidemment, ça lui a fait briller les yeux. C'est là qu'est née l'étincelle. C'est la même chose pour Valentin Vachereau avec l'Open de tennis chaque année. C'est la même chose pour Anastasia Nielsen ou Inigo Lopez de la Osa en équitation avec le jumping qui a lieu ici même. C'est la même chose pour d'autres athlètes avec Mare Nostrum, avec Hercules. C'est extraordinaire ce que nous... Mais c'est propre à cette génération. Il y a une sorte d'éclosion. Là, il y a vraiment une émergence de champions maintenant. On en a une quinzaine. Ça a même été difficile d'opérer un choix dans le cadre de ce documentaire pour savoir lesquels on suivait. Ouais. Mais déjà, il y a une vingtaine d'années, il y avait Pierre Frolat, donc en apnée. Il y avait Daniel Elena en rallye. Et puis, évidemment, Fabien, quelques années avant, il y avait le prince Albert qui a participé aux Jeux Olympiques en tant que pilote de bobsleigh. Et donc, bon, finalement, il n'y a rien d'étonnant. Et puis, on se rend compte aussi que Monaco, on est peut-être le seul pays au monde où à la fois le prince et la princesse sont d'anciens Olympiens. Là, dans vos documentaires, ce sont uniquement des Monégasques ou c'est un peu plus élargi ? Alors ça, c'est une très bonne question. On a pris le parti de suivre évidemment les Monégasques, on va dire de passeport, mais également ceux de cœur. Valentin Vachereau, il est né à Monaco, c'est HPG, il a appris à jouer au tennis au country club. Je veux dire, sa vie... elle est à Monaco, il est monégasque, il nous le dit d'ailleurs, lui il vibre pour Monaco, pour l'hymne monégasque. C'est la même chose pour des Romain Arneaudo, c'est la même chose pour d'autres athlètes. Donc on a décidé de suivre ceux qui se sentent monégasques au fond d'eux. Après, vous savez, c'est un peu des vases communicants entre la France et Monaco. Oui, Valentin Vachereau, il est de nationalité française, il est de passeport français et il gagne pour Monaco. Mais regardez Antoine Zegdar. Antoine Zegdar, il est également né à Monaco, il est allé à l'école à Monaco, mais il a gagné une médaille d'or olympique pour la France en rugby à 7. Donc bon, disons qu'entre cousins monégasques et français, tout se passe bien. Oui, il y a des liens quand même. Pourquoi ce documentaire ? Pourquoi avoir voulu réaliser un film sur cette terre de champions qu'est Monaco ? Justement pour essayer de comprendre comment on est devenu une terre de champions. La première personne que j'ai appelée quand on a eu l'idée de faire ce documentaire avec Gérald Brice-Virel, le patron de Canal+, et Geneviève Berthy, la patronne de Monaco Info, la première personne que j'ai appelée, c'est Yvette Lambin-Berthy, la secrétaire générale du comité olympique. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait ? Et elle me dit, vous ne croyez quand même pas que ça s'est fait en 5 minutes. Donc c'est là qu'on comprend que c'est un travail de longue haleine. Il y a eu d'abord le prince Régnier qui déjà il y a 40 ans a mis en place des infrastructures, notamment avec le stade Louis II. Mais ce qui a été décisif aussi, c'est d'avoir un prince souverain aujourd'hui qui est lui-même champion et qui suit au quotidien les athlètes monégasques. Et le souverain qui est effectivement très attentif aux résultats comme ça des sportifs de la principauté.
Absolument. Vous devez d'ailleurs en savoir quelque chose parce que vous-même, Fabien, vous êtes un champion de hockey et puis vous accompagnez nos jeunes champions monégasques de hockey. Le Prince, en fait, il a une particularité, c'est qu'il suit dès les jeunes catégories tous les athlètes. C'est un passionné, il suit les résultats, il encourage, il soutient. En France, avant que le président de la République entende parler d'un sportif de haut niveau, il faut déjà qu'il ait 4 médailles d'or olympiques. Ici à Monaco, dès qu'on est junior et qu'on commence à faire des résultats, le Prince vous suit. Et ça responsabilise beaucoup et c'est aussi ça, c'est une des recettes de la success story monégasque. C'est ça qui fait que nos jeunes, ils se sentent responsables et qu'ils se sentent suivis et ils vont au bout. Comment vous y êtes pris pour la réalisation? Quelle a été la méthodologie, l'angle, l'originalité de ce documentaire? Alors, c'est difficile dans ce genre de documentaire, on va dire un peu choral, de raconter une histoire globale parce qu'on suit plein de personnes différentes. Donc, dans notre documentaire, il y a déjà des noms que j'ai évoqués. Il y a Antoine Zegdar, il y a Valentin Vachereau, il y a Pierre Casiraghi, évidemment, qui lui-même fait partie de la famille princière et qui a remporté l'Admiral's Cup. C'est quand même la Coupe Davis de la voile. C'est en quelque sorte la Coupe du monde de la voile. Il faut se rendre compte de la performance. Alors, on a suivi ces différents personnages. On les a interviewés bien entendu et on a essayé de comprendre ce qui les animait, de comprendre chez eux ce qui en fait des champions. Et ça a mis combien de temps pour réaliser ce projet entre l'idée de départ et puis aujourd'hui la finalité ? Alors c'est une bonne question parce que d'habitude un documentaire, ça a été le cas pour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du documentaire sur le Prince Régnier ou du documentaire sur les commissaires de piste qu'on avait réalisé l'an dernier. Il faut compter un an et demi pour faire un documentaire d'1 heure. Ça prend beaucoup de temps, il faut tourner, il faut monter, il faut soigner les images, soigner le son. Là, ce documentaire, on l'a fait en 5 mois. Ça a été réalisé en un temps record, mais ça devrait bien se passer. Je pense que, en tout cas, nous, on a pris énormément de plaisir à le faire et on est assez heureux du résultat. C'est un film donc, qui va passer sur Canal+ et Monaco Info pour le week-end du Grand Prix, c'est ça ? Exactement, le week-end des 6 et 7 juin sur les antennes de Canal+ et de Monaco Info. Avant la diffusion donc sur Canal+ et Monaco Info, je le rappelle, vous projetez ce film au Grimaldi Forum en avant-première ce mercredi en fin d'après-midi en présence du souverain. Et comme nous sommes partenaires dans cette histoire, sachez que vous pouvez obtenir des places gratuitement en nous écrivant à l'adresse suivante monacoinfotv@gmail.com. Je le redis, monacoinfotv@gmail.com. Merci Yann Anthony Noguès d'avoir été avec nous. Merci à vous Fabien, bonne soirée. Et parmi les sportifs que vous pourrez retrouver dans ce documentaire, le rameur Quentin Antonielli, qui a représenté Monaco aux Jeux Olympiques et qui a été champion du monde d'aviron de mer en 2015. Il revient au micro de Monaco Info, notamment sur ce que la principauté lui a apporté et ses souvenirs sportifs. La principauté apporte beaucoup de choses dans le sport à haut niveau, non seulement par l'accès qui permet à tous les jeunes de prétendre à pouvoir accéder via les clubs qui sont financés et avec des encadrants qui sont très compétents dans tous les clubs sportifs. Et en plus de ça, quand on arrive à faire du haut niveau avec Monaco, on est bien accompagné par le comité olympique et nos fédérations respectives qui nous permettent de représenter Monaco à l'international. Le premier départ que j'ai pris aux Jeux Olympiques comme ça, c'était à Tokyo. Je me souviens avoir été un peu sous les émotions, vraiment de m'être retrouvé au départ, d'entendre les annonces départ dans 3 minutes et de regarder autour de moi, de voir des caméras dans tous les sens, des anneaux olympiques dans tous les sens. Et me dire waouh, je suis là, il y a les autres concurrents à côté de moi, ça y est, c'est parti. Et à ce moment-là, je pense pas vraiment, je pense surtout sur ma course et pas avec qui on représente, et c'est surtout après et en amont où on y pense. Sur le moment, moi j'ai toujours été vraiment focalisé sur ma performance sportive en tant que telle, peu importe que je sois pour le club, l'université, le pays. Mais en effet, à chaque fois quand on est autour de la régate, quand on représente Monaco, c'est un sentiment particulier parce que on n'est pas un pays comme les autres, donc c'était tout le temps vraiment un honneur d'être là au plus haut niveau comme ça pour Monaco. Vous pourrez écouter tout au long de la semaine, comme Quentin Antonielli, des sportifs ayant participé au documentaire de Yann Anthony Noguès, Le Rocher des Champions.
Ils ne sont pas prêts d'oublier leur week-end. Des carabiniers du Prince et certains sapeurs-pompiers de Monaco viennent de rentrer de Lourdes où ils ont pu participer au 66e pèlerinage militaire international, un événement majeur de la communauté catholique qui a rassemblé pas moins de 40 nations différentes pour communier en cette période de Pentecôte. L'une de nos équipes les a suivis. Le reportage est signé Théo Schumer et Lionel Bernardi. Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Le troisième lieu de pèlerinage catholique le plus fréquenté au monde, avec plus de 5 millions de visiteurs chaque année. Un site connu pour l'histoire perçante de la jeune Bernadette Soubirous qui aurait rencontré la Vierge Marie pour la première fois en 1858 sous une grotte et pour être depuis le théâtre de 7500 guérisons inexpliquées, dont 72 reconnues par l'Église comme miraculeuses. C'est la force du mystère et de la foi qui ont fait du sanctuaire de Lourdes le lieu du grand pèlerinage militaire international. Depuis 1958, le PMI rassemble tous les ans des représentants de forces armées venus du monde entier. Et parmi les 40 nations et 17 000 militaires présents pour cette 66e édition, il y a 19 monégasques, carabiniers du Prince et sapeurs-pompiers de Monaco, fiers de porter haut leurs couleurs. Ce vendredi soir, la cérémonie d'ouverture offre un moment de visibilité exclusif au drapeau rouge et blanc de la principauté. C'est impressionnant l'ambiance qui règne avec toute l'atmosphère, avec toutes ces armées qui viennent du monde entier, plus de 40 pays. Et voir notre unité militaire, nos 2 unités militaires au milieu de tous ces pays, c'est énorme. Le pèlerinage propose un programme commun à toutes les délégations militaires, mais chacune organise aussi ses propres moments privés, à commencer par des temps de prière. Ce samedi, rendez-vous dans la petite chapelle de la basilique de l'Immaculée Conception, entièrement réservée aux monégasques. C'est le vicaire général du diocèse de Monaco, Monseigneur Paris, et le père Venard qui préside la messe, un moment particulièrement émouvant pour les agents de la force publique. On a cette chance d'être dans cette chapelle ensemble, rien que pour nous, et de pouvoir partager ce moment chrétien, catholique, tous ensemble, dans l'amour du Christ, ici à Lourdes, pour ce PMI, 66e PMI. On a vraiment beaucoup de chance. Le pèlerinage militaire international est un moment de prière, mais surtout un temps de communion et de partage. L'occasion pour toutes les forces armées présentes de se rencontrer. C'est une tradition qu'on essaie de mettre en place, les sapeurs-pompiers de Monaco, les carabiniers du Prince. Lourdes, c'est aussi ça. Ce pèlerinage, c'est évidemment des temps de prière, les rencontres des blessés et des malades, et se rencontrer entre militaires. Et quand nous avons les mêmes convictions, le même sens du service, le même désir de sauver ou périr, c'est la devise des sapeurs-pompiers de Paris. De rencontrer des hommes, des femmes qui ont la même mission, pour nous, c'est vraiment un moment privilégié. Dernier grand rassemblement du week-end, la procession au flambeau qui voit défiler 2 heures durant et sans discontinuer les 17 000 militaires accompagnés de très nombreux pèlerins, civils et infirmes, de quoi donner vie à un moment hors du temps. Après une grande messe de la Pentecôte ce dimanche, les délégations reprendront toute la direction de leur unité, à l'instar des soldats monégasques. Tous s'en iront, mais nul doute que les souvenirs resteront. Et notez que ce grand pèlerinage militaire fera l'objet d'un prochain après-JT sur Monaco Info. Vous en saurez un peu plus sur la visite de la délégation monégasque de ce week-end. Se loger sur la Côte d'Azur reste un défi en particulier pour les saisonniers. Pour y répondre, la Société des Bains de Mer développe ses propres solutions d'hébergement. Coup de projecteur ce soir sur l'une de ses résidences, le New Beach. Le reportage de Crisinda Petit-Homel et Massimo Piantoni. La résidence Le New Beach, à 2 pas de la plage, propose 99 places pour les saisonniers de la SBM, entre chambres doubles, studios indépendants et appartements pour les cadres. Les séjours sont limités à 6 mois, le temps pour chacun de trouver un logement plus durable si son contrat venait à se prolonger. Comme on le sait, il est très difficile pour les jeunes salariés de se loger dans la région, compte tenu notamment de l'offre, mais aussi du coût des logements. Donc pour nous, c'est vraiment un argument supplémentaire pour les inciter à rejoindre nos équipes pour la saison estivale. Sur place, tout est pensé pour faciliter le quotidien, salle de convivialité, cuisine partagée ou encore buanderie équipée, car le New Beach, ce n'est pas seulement un logement, c'est aussi un lieu de vie. Ce sont des logements, des bâtiments entiers qui sont dédiés à tous ces jeunes, donc ça leur permet aussi de se rencontrer. La plupart de nos logements ont des cuisines communes, des salles de vie communes, donc ça permet aussi à chacun d'avoir une vie sociale en dehors du travail et de ne pas être isolé dans son logement.
Ça crée de la cohésion d'équipe. On a la chance d'avoir une équipe qui gère ces bâtiments domaniaux, qui est très dynamique et qui a vraiment cet état d'esprit d'aider les jeunes, de les accompagner au mieux sur cette partie de leur expérience au sein de nos établissements en tant que salariés. Donc ça crée beaucoup de cohésion et puis on a une équipe dédiée à leur accompagnement et qui est là 24 heures sur 24 pour eux. Le New Beach fait partie d'un dispositif plus large. La SBM dispose de 334 lits répartis entre plusieurs résidences à Beausoleil, Cap-d'Aille ou encore Menton. De nouvelles constructions sont d'ailleurs en cours à Roquebrune, Cap-Martin et à Beausoleil. Chaque année, la SBM recrute environ 1200 saisonniers. Le logement reste donc un enjeu clé pour attirer et accompagner ces équipes. Direction à présent le temple du bien-être, le salon L&L, installé depuis un peu plus d'1 an au palais de la Scala, a prêté ses murs à Fiona Tan. L'artiste y présente Garden of Life, a Wellness Journey Through Art, une exposition inspirée de ses racines asiatiques. Le reportage de Sarah Nkari et Alexandra Paolini. Mon travail est un travail d'œuvre mixte où je mélange photographie, art digital, dessin, peinture et je recrée un nouveau monde. Alors que Monaco vit en ce moment au rythme des grands prix, loin de l'agitation, certains s'offrent une parenthèse de silence, de contemplation et de beauté. C'est dans ce salon du Carré d'Or que Fiona Tan a choisi d'exposer son travail. Il y a certaines des œuvres que j'ai exposées soit à Tokyo, soit au Mandarin oriental à Munich, mais la plupart, je ne les ai jamais encore montrées. Et c'était vraiment une évidence quand je suis entrée dans ce lieu, qu'on m'a parlé de faire ce partenariat. J'ai pu visualiser et me rappeler de certaines œuvres et me dire que c'est exactement l'endroit où elles devraient être. D'origine chinoise et indonésienne, cette résidente monégasque s'inspire dans ses créations de l'Asie et plus particulièrement du Japon. C'est un pays qui me fascine, de par leur respect de la nature, leur innovation, comment ils embrassent un petit peu le passé, le présent et le futur aussi. Je pense que c'est une des seules cultures qui le met tellement en avant, cette perfection, cette recherche de perfection. Cette exposition permet aux gérantes d'égayer un peu plus encore leur cocon et d'accueillir un public qui n'aurait pas forcément poussé les portes du salon. Ici pourtant, rien n'est comme ailleurs, à commencer par le Head Spa, la prestation signature. Avec ce parcours artistique qui s'ajoute, l'expérience pour les clients est totale. Quand ils rentrent, ils disent « Waouh, mais qu'est-ce que vous avez mis ?» Et donc ils commencent à poser des questions et ils apprécient beaucoup. Parce qu'ils comprennent que c'est vraiment quelque chose qui s'amène bien avec nous, avec notre concept. Voilà, parce que nous, si les produits sont naturels, aussi biodégradables, donc pour l'environnement, c'est aussi quelque chose que ça fait du bien. Et on aide aussi pour la planète. Voilà. Les hommes aussi sont les bienvenus pour se faire chouchouter, car le bien-être n'est pas réservé aux femmes, la preuve en images. L'exposition est visible jusqu'à la fin du mois de juillet. Retour sur le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo de ce dimanche. Au programme, la symphonie Titan de Gustave Mahler et le concert de piano numéro 5 en fa majeur, l'Égyptien de Camille Saint-Saëns, avec en soliste Jean-Yves Thibaudet, son portrait dans ce reportage de José Sacré et Thomas Léus. Artiste français vivant à Los Angeles, Jean-Yves Thibaudet est considéré comme l'un des plus talentueux pianistes d'aujourd'hui. Régulièrement en concert à travers le monde, il était dimanche 24 mai de retour à Monaco. Je suis ravi d'être revenu à Monte-Carlo, ça fait un petit moment, le temps passe vite, mais ça fait quelques années, je crois que j'étais là la dernière fois. Donc c'est toujours un bonheur de revenir, trouver l'orchestre en pleine forme, oui. Ils sont vraiment formidables. Et puis ce jeune chef avec qui je n'avais pas joué, qui est absolument extraordinaire. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction d'Elias Grandi, Jean-Yves Thibaudet était le soliste du concerto pour piano numéro 5 en fa majeur opus 103, l'Égyptien de Camille Saint-Saëns, une œuvre composée par Saint-Saëns à Luxor en 1895. Oui, je le joue souvent. C'est un de mes concertos vraiment... j'ai une grande liste de favoris, mais c'est certainement, en tout cas, il est sur la liste des favoris, oui, je l'aime beaucoup. Jean-Yves Thibaudet, avec la carrière que vous avez, y a-t-il encore quelque chose que vous rêvez de faire ? Oh, ben, il y en a plein de choses que j'ai envie de faire. Je ne veux même pas en dire une, mais heureusement, on a toujours des projets et je crois que c'est ça qui nous
c'est ça qui nous fait continuer. Et même au niveau de la musique, des morceaux que je joue tout le temps, on n'atteint jamais, heureusement, la perfection. On essaie toujours de faire mieux, de faire le mieux, on découvre de nouvelles choses. Et c'est ça qui nous rend la vie extraordinaire. C'est cette recherche toujours d'aller plus loin, de faire mieux. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 31 mai sous la direction de Kazuki Yamada avec en invité le violoncelliste Truls Mork. Nous vous en avons parlé au tout début de ce journal. Le Mare Nostrum s'est déroulé ce week-end à Monaco et ce sont aussi les photos de fin de journal de Philippe Fitt. À suivre, la météo de Gaëtan Lebrun. Juste après, les experts basket de Frédéric Hélion et Ali Traoré à l'aube des quarts de finale du championnat de France. Ce journal est terminé. On se retrouve mardi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Bonsoir, demain à Monaco, le soleil dominera largement toute la journée avec un ciel bien dégagé. Les températures seront agréables, autour de 20 degrés le matin et jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. Le vent restera modéré, entre 15 et 20 km/h. Aucun risque de pluie n'est attendu et la température de l'eau devrait atteindre 19 degrés. Une très belle semaine en perspective sur la Principauté. En ce 26 mai, nous fêterons la Saint-Béranger. Bonne soirée à tous.